Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs d'Afrique FM, bonjour, content et ravi de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle émission d'Éco-Afrique, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Financer l'Afrique par l'Afrique, banque, monnaie et investissement sud-sud, c'est notre sujet d'aujourd'hui. L'Afrique possède des ressources, des capitaux et des talents. Pourtant, le continent continue de dépendre fortement des financements extérieurs, souvent conditionnés et exposés aux aléas géopolitiques mondiaux. Face à ce constat, de nombreuses voix appellent à renforcer les capacités de financement interne. Les banques africaines, les fonds souverains, les institutions de garantie et les places financières régionales peuvent-ils répondre à ce défi ? La question monétaire reste également centrale. Sans une souveraineté monétaire assumée et une meilleure coordination régionale, difficile d'en créer une dynamique d'investissement autonome. Enfin, les flux sud-sud entre pays africains ou avec d'autres pays du sud global peuvent-ils relancer des économies plus résilientes, plus coopératives, moins dépendantes ? Autant de questions qui vont être posées sur ce plateau d'Éco-Afrique aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Bien bonjour à vous. Mahfoud Kaoubi, je vous salue. Bonjour, c'est Abdelmalek. Bonjour aux auditeurs et bonjour à Mzoura. Tout le plaisir est pour nous de vous accueillir encore une fois. Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise, est avec nous également. Bien le bonjour à toi, Mzoura Al-Hiani. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, je le disais, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les financements. Financer l'Afrique par l'Afrique, est-ce possible pour commencer, Mahfoud Kaoubi, sur papier pour commencer? Oui, c'est l'éternelle question quand il s'agit de financement. Donc, je dirais que le niveau de maturation ou de maturité et de capitalisation des banques africaines fait que cette question demeurera toujours difficile, pour ne pas dire impossible, dans la mesure aussi, il faut le rappeler, que la question de financement ne se pose pas surtout sur cette question d'autofinancement de l'Afrique par l'Afrique, mais surtout d'essayer d'œuvrer pour syndiquer certains financements, pour atténuer des problèmes que pose le financement à l'international, que ce soit en matière de dépréciation de monnaie, que ce soit en question de conditions, etc. Et puis, dans l'immédiat, au moins, pour être direct, je dirais qu'il est impossible à l'Afrique de subvenir à tous ses besoins de financement par uniquement ces banques. Exactement. Mzoura Al-Hiani, en parlant justement de financement, pourquoi l'Afrique dépend-elle encore majoritairement de financement extérieur ? Bon, je dirais que l'Afrique aujourd'hui, on a Monsieur Kaoubi a prononcé un mot qui est l'inconscience. Je pense. Ouais. C'est l'inconscience ou c'était le contraire de l'inconscience dont il parlait. Donc aujourd'hui, je pense que plusieurs pays africains, on est inconscients de ce que ça peut apporter comme point négatif, le fait de chercher des financements ailleurs. Ouais. Et quand on voit déjà nos jeunes, juste, je me limite dans l'environnement des jeunes, ils n'ont pas de compte bancaire. Par exemple, il y a que 15 à 20% qui ont des comptes bancaires parce que la plupart des peuples, la plupart de la population africaine croit toujours que la banque c'est réservé aux riches. Alors que quand on met pas de l'argent dans la banque, il y a pas d'épargne. Du coup, la banque aussi ne pourra pas financer des projets pour les gens. Et ça, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas cette mentalité de vouloir faire confiance à une banque. Et puis aussi, entre nous, on n'a pas cette habitude de se financer. Par exemple, quand on voit tous les projets, rien que la SDECAF, elle est poussée par l'Afrixim Bank, mais elle est toujours dépendante des finances extérieures. Et ça pèse trop sur l'économie africaine et on ne pourra pas aller loin avec ça.
quand on voit les États membres, ils respectent pas leur échéance pour les contributions de l'Union africaine. Donc on est toujours dépendant à ce qu'on cherche des fonds à l'extérieur. On cherche toujours l'Union européenne, la Chine, alors que eux, quand ils nous donnent de l'argent, c'est eux qui nous contrôlent. On dit toujours un proverbe en anglais, don't bite the hands that feeds you. On ne mord pas la main qui te nourrit. Ça veut dire. Donc on est toujours obligé de respecter, d'écouter qui nous contrôle, on n'a pas le choix. Tu as entièrement raison. Mais maintenant, il y a le constat et l'action. Maintenant, il faut voir la réalité telle qu'elle se présente. Ça, c'est un élément important. En matière de diagnostic, il faut faire ressortir les forces et les faiblesses. On a nos forces, on a nos faiblesses. En matière de financement, c'est une des faiblesses les plus importantes. Parce que, la bancarisation, le niveau de bancarisation a un lien direct avec l'organisation de l'économie. C'est vrai. Et le niveau de maturité des différents acteurs. Et améliorer tout cela a besoin de temps. Donc, un des éléments, c'est qu'on agisse dans les pays africains à améliorer de l'organisation, du niveau d'éducation, d'inclusion financière, d'instruction, d'accès. Et ça, c'est une action qui doit se faire dans la durée. Et ça ne peut porter des résultats que sur le long et le moyen terme. De l'autre côté, il y a la pauvreté des pays africains, du moins en matière de possession de moyens de paiement. Et là, quand on parle de financement, c'est des financements avec des monnaies fortes. Oui. C'est important. Donc, réaliser de grandes infrastructures, ça suppose de payer ces grandes entreprises en dollars ou en euros ou en monnaie étrangère, parce qu'on fait appel à des services extérieurs. Donc, et sur ce plan, quand on prend sur les 54 pays africains, il y a 33 pays africains qui ont de sérieux problèmes de remboursement de leurs dettes déjà. Et puis, quand on prend les 54 pays africains, on a pratiquement 49 ou 50 qui ont des grands déséquilibres, y compris dans leur budget intérieur. Donc, la problématique de financement se pose, 1, sur le plan financement budgétaire, et 2, financement extérieur. Exactement. Maintenant, le constat est là. Il n'est pas très favorable. Il n'est pas trop beau à raconter, encore moins à entendre. Mais comment on doit faire? C'est la question qu'on doit se poser. On doit faire l'une des actions les plus importantes, c'est d'améliorer la gouvernance. Choisir, identifier les bons projets. Permettre à l'excellence d'identifier les projets et de réfléchir comment les financer. Après, est-ce que, Mahfoud Kobia, est-ce qu'on peut s'accorder, on peut dire aujourd'hui que les banques africaines ne disposent pas des moyens nécessaires pour financer le développement à grande échelle en Afrique? Pour financer tout. Une banque ne finance pas tout. Parce que tout simplement, une banque est soumise à des règles prudentielles. Et l'une des règles prudentielles les plus importantes, c'est la division des risques. Oui. Donc une banque ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau de ses ressources. C'est vrai. Sur un projet ou sur la totalité des engagements. Oui. Une banque, elle peut financer 20 fois ses fonds propres, mais pas plus que ça. Parce que sinon, une défaillance d'un projet, de 2 projets, de 3 projets, peut entraîner la faillite. C'est pour ça qu'il y a des règles, ce qu'on appelle les règles prudentielles, qui régissent, c'est des règles universelles en tous les cas, qui régissent l'activité d'engagement bancaire. Soit par un seul projet, soit une banque ne peut pas, par exemple, mettre plus de 25% sur un seul projet. Parce que si le projet n'aboutit pas, c'est la banque qui peut partir. Et les crises, les différentes crises, comme la crise des surprimes, par exemple. Donc vous voyez, l'engagement sans prudence particulière sur le secteur de l'immobilier a entraîné une crise de grandes banques aux États-Unis, la grande banque au niveau mondial, et qui a failli entraîner tout le dysfonctionnement du système financier et bancaire sur le plan international. C'est pour ça que la BAD, par exemple, est une banque assez respectueuse, qui a des engagements assez importants. On peut prendre des banques nationales aussi dans les grands pays africains. Mais
la problématique du financement se pose surtout sur la capacité d'utiliser le financement comme un levier qui permet de créer de la richesse. La problématique en Afrique, c'est qu'on laisse les choses se dégrader, de recourir au crédit dans des conditions très difficiles, d'utiliser les financements pour des besoins de consommation et non pas d'investissement, et d'être dans des conditions très défavorables par rapport aux bailleurs de fonds qui profitent de l'occasion pour imposer des conditions difficiles. Exactement. Donc la question de financement devrait changer de cette réalité. Que, on ne va pas demander des financements dans des situations difficiles, qu'on aille demander des financements parce qu'on a un bon projet qui peut disposer d'une bonne rentabilité, et hop, on obtient un financement pour multiplier le rendement, pour développer une activité, et que notre projet génère de l'activité, génère des rentrées qui permettent de payer les salaires, de payer l'État, de payer les actionnaires, mais aussi de payer ceux qui apportent les fonds. C'est vrai qu'au niveau international, la situation, les grandes banques internationales, j'utilise souvent la phrase que les banques ne sont pas la maison de la charité chrétienne, parce qu'ils l'affichent. Les banques au niveau international, ils le disent. Personne, parce que c'est nous qui allons vers les banques, et ce n'est pas les banques qui viennent vers nous. Parce que quand on est en difficulté, c'est là où on demande des crédits. Ouais. Et maintenant, c'est pour ça que j'insiste sur cette question de gouvernance, pour dire que choisir le bon projet, mettre les bonnes ressources, est une condition préalable à la réussite de l'opération de financement. Donc le financement, ce n'est pas une fatalité. Il y a une situation difficile qu'on peut contourner, qu'on peut faire changer dans la durée. Dans l'introduction, Abdelmalek, tu as parlé de quelque chose d'important, les solutions. Maintenant, il y a les banques de développement. C'est un principe qui se développe de plus en plus, à l'image de la banque des BRICS, des banques régionales au niveau de l'Asie, etc. Des pays africains peuvent donner naissance à des banques de développement. Mais une banque de développement n'est pas là pour distribuer de l'argent en contrepartie. Parce qu'en fin du compte, il y a toujours quelqu'un qui doit payer. En cas d'insolvabilité, on va donner un exemple. Je vais solliciter un crédit au prix de Mzoura. Après, en fin du compte, moi je suis défaillant, je ne rembourse pas. Et Mzoura, ce n'est pas ses fonds propres. Elle collecte ses ressources de tes économies, Abdelmalek, des économies de Samuel, des économies de X et de Y, de milliers de... Mais elle a l'obligation de veiller à ce que vos dépôts soient utilisés à bon escient. Oui. Et c'est pour ça que généralement les banques sont pointies des doigts pour dire qu'elles sont difficiles, qu'elles accordent... Et puis dans tout cela, il y a des taux d'inflation auxquels il faut faire face. Il y a des taux d'intérêt que les banques payent pour les déposants, ce qu'on appelle les taux d'intérêt créditeurs. Ouais. Donc c'est un peu complexe. Et nous, Africains, il faut qu'on passe à un niveau qui nous permet une organisation, une prise de conscience qui nous permet d'utiliser le financement comme effet levier. Effet levier, ça veut dire qu'on actionne un levier pour gagner plus, pour lancer des activités. Et l'Afrique a besoin de grands investissements. Donc elle a besoin de grands financements. Mais entre les grands besoins d'investissement et la rareté des moyens de financement, un élément est capital. L'organisation, l'excellence et la bonne gouvernance. Voilà. Si ce n'est pas ça, parce que souvent dans des pays africains, il faut le dire, les fonds sont utilisés pour autre chose que pour les projets pour lesquels. Donc le niveau de corruption, d'utilisation, donc, tout cela c'est un élément important. Exactement. Et si on ne fait pas sa propre remise en cause, on ne peut pas pointer uniquement les organismes de financement international. Ils ne sont pas... C'est une des causes de nos malheurs, mais ce n'est pas la cause de nos malheurs. Exactement. C'est vrai. J'aimerais juste rajouter quelque chose à cela, parce que la dernière fois,
on était avec une personne du Nigeria et nous parlait justement de financement. Donc le Nigeria avait commencé à financer des projets surtout agricoles. Et il disait que la plupart des personnes, parce que c'est des particuliers, ils vont récolter les fonds et puis on les voit jamais, on va jamais les revoir. Donc ils prennent l'argent. Et puis, ils changent d'adresse. Ils tu vas disparaissent. plus jamais les retrouver. Et quand ils te présentent, par exemple, les papiers pour le terrain, tu vas voir. Après, quand ils ont fait, ils ont cherché, ils ont vu que 3 à 4 personnes, ils ont amené le même papier. En fait, c'est le même terrain. Donc, c'est là où on voit déjà que nous-mêmes, on a une responsabilité. Et c'est vrai, comme M. Kabi disait, il faut pas juste pointer les autres. C'est vrai que la plupart des banques, après, on parle pas des grandes banques, mais la plupart des banques, aujourd'hui, elles ont cette peur bleue de prendre des risques. Mais c'est faute de bénéfices aussi, faute de garantie, parce qu'on ne veut pas prendre un risque parce qu'on ne voit pas une garantie, donc c'est normal. Et il y a aussi, la plupart des banques aussi, leur rentrée d'argent, c'est des transferts, etc. Donc, c'est pas en finançant des projets. Et ça, c'est aussi... c'est quelque chose de malheureux à voir. Oui, c'est ça. Mais il faut se rendre à l'évidence. C'est comme ça, le monde est ainsi fait. Maintenant, si on veut changer une réalité... Et on la change avec du travail, beaucoup de travail. Et quand on parle de travail, avec beaucoup d'organisation, beaucoup d'excellence et beaucoup de patience. C'est vrai. Et moi, je cite souvent l'exemple de la Chine, par exemple. Oui. Un pays qui a multiplié son produit intérieur brut par 20, par 30. Sur une vingtaine d'années. La même chose pour la Malaisie. Le Vietnam, prenez le Vietnam, qui est un pays qui était en guerre contre la première puissance mondiale, qui a énormément souffert sur le plan de l'infrastructure, mais qui actuellement, les États-Unis mettent en œuvre des sanctions contre le Vietnam parce qu'il y a un déséquilibre en matière d'exportation du Vietnam et des États-Unis. Vous vous rendez compte? Après une cinquantaine d'années, c'est les logiques qui s'inversent, quand bien même c'est des sociétés américaines qui investissent au Vietnam, etc. Mais voyez-vous, c'est nous Africains, c'est surtout ce paradigme qui devrait changer, c'est de dire on doit compter sur nous-mêmes, on doit compter sur nos capacités, et Dieu sait qu'on a beaucoup de capacités, je parle de matière grise principalement, qui ne demandent qu'à avoir de la chance que d'être fixés ici et de se projeter. Donc faisons rêver les Africains par des projets bien ficelés. Je pense que oui. Et on pourra avoir les financements, on pourra rembourser nos financements. C'est vrai. Chacun de nous a une responsabilité, même un simple particulier, il a cette responsabilité, il a ce pouvoir de changer les choses. Donc arrêtons la trésorisation, par exemple. C'est un simple truc à faire. Arrêtez de transformer juste l'argent en or, peut-être. Parce que les gens, ils aiment faire ça. Mettre de l'argent sous le coussin et le voir là tranquillement, alors que ça pénalise l'économie en réalité. Donc chacun de nous, on a un devoir envers notre Et là, continent. il faut changer l'organisation, et puis il faut faire rêver les gens. Il faut sensibiliser peut-être les gens. Oui, mais de la sensibilisation par l'acte, Abdelmalek. Donc vous voyez, en économie... Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de culture bancaire. Donc. Oui, et la culture viendra quand on lancera de bons projets, quand on rémunérera convenablement les dépôts bancaires, quand on transmettra une image positive pour les gens qui déposent leurs projets par des facilités dans la réalité. C'est de transformer l'image, c'est de faire rêver les gens, mais un rêve qui ne soit pas l'éternel rêve, mais le rêve qui peut se transformer en réalité. Yes, we can, ça c'est encore un adage qu'on doit transformer en réalité dans les pays africains. Et je pense qu'on n'a rien à envier aux autres sociétés. La seule chose, c'est de se mettre au travail et de transformer nos avantages concurrentiels en avantages compétitifs. Alors avec nous en direct, l'économiste, analyste en économie, Nazim Sini. Bien bonjour à vous, Nazim Sini. Bonjour. Vous avez écouté un tout petit peu les propos de Mahfoud Kaoubi sur la question du financement. L'Afrique peut-elle s'autofinancer, financer l'Afrique par l'Afrique, banque monétaire, investissement sud-sud. Voici notre sujet d'aujourd'hui. On était en train de parler des banques justement, la question des banques en Afrique. Est-ce que en Afrique il y a une réelle culture bancaire, Nazim Sini? Écoutez, vous venez d'évoquer plusieurs sujets dans la même question. En fait, ce qu'il faut savoir,
parlons d'abord du financement des investissements. En fait, en Afrique, on manque pas de projets, on manquait de financement. Et surtout de notre capacité à mobiliser des financements, mais plus particulièrement, vous savez, des financements privés. Parce que nous avons toujours vu le spectre du développement économique africain sous le spectre du financement public du système d'aide qui pouvait être octroyé au continent. Moi, je crois fondamentalement que l'essor de ce continent va pouvoir être réalisé uniquement via des financements privés, la mobilisation évidemment des établissements bancaires, des établissements financiers, mais aussi du capital risque. Parce qu'il ne faut plus voir le financement comme un outil d'aide au développement, mais plutôt comme un levier stratégique pour l'émancipation du continent africain et son essor économique. Donc ça passe déjà par, vous l'avez dit, une acculturation, si je peux me permettre ce terme, c'est-à-dire une implémentation de l'idée que nous devons passer par des financements privés. Cette culture de la prise de risque. Mais également cette capacité à mobiliser des capitaux, y compris étrangers, pourquoi pas, qui doivent être ciblés et fléchés vers des projets structurants, mais aussi des projets à forte valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, nous avons toujours pensé qu'il fallait passer par des financements externes ou des financements via des institutions internationales. Or, pas du tout. Je pense que nous avons du capital venture qui peut être mobilisé sur le continent. Nous avons aussi des investisseurs privés. Vous savez, il y a une épargne qui dort dans le continent africain et sur le continent africain. Et je pense que la plus grande difficulté va être notre capacité à capter cette épargne pour la transformer en levier financier, pour financer justement, ne serait-ce que des micro-entreprises, du microcrédit, des projets pour les PME, etc., etc. Alors, Nazim Sini, c'est bien, vous venez de commencer à lister les solutions. Alors, selon vous, quelle stratégie faudrait-il adopter pour qu'en 2030, une majorité des projets africains soient financés par des capitaux africains ? Écoutez, pour moi, d'abord, 5 ans, c'est très court, vous vous aidez bien. Mais d'abord, ça nous donne une base et surtout un planning sur lesquels on peut poser des jalons. Pour moi, la première chose, c'est d'abord mettre en place des systèmes fiscaux avantageux, notamment pour attirer ces capitaux. Et puis aussi, n'oubliez pas, nous avons également des capitaux qui sont dormants et qui sont aussi parfois hors du circuit bancaire. Donc, c'est mettre en place les solutions qui vont permettre en fait de ramener des capitaux de l'informel vers un circuit un peu plus formel. Et là aussi, il va falloir passer par des amnisties fiscales, par une législation un peu plus souple, également un peu plus, permissive, pour permettre d'attirer ces capitaux et également sensibiliser. Je pense qu'il y a un travail de pédagogie qui est encore assez déficient sur le continent africain pour démontrer les hautes capacités de rendement des investissements dans des projets économiques ou des projets entrepreneuriaux. Et aussi une dernière chose, c'est aussi avoir cette capacité de créer des SGFI, c'est-à-dire des sociétés de gestion et de financement et d'investissement, un peu comme des hedge funds africains. Et donc là aussi, ça passe par un assouplissement réglementaire, des avantages fiscaux. Mais je pense la plus grosse difficulté, ou du moins le plus gros défi, c'est la sensibilisation. Merci infiniment pour cet éclairage, Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes analyste en économie. Merci encore une fois. Mahfoud Koubi, alors, nous venons d'écouter les dires de Nazim Sini justement sur la question des banques en Afrique. Qu'en est-il de la question monétaire ? En quoi l'absence de souveraineté monétaire peut-elle freiner le financement endogène ? Oui, là, vous posez un problème assez complexe qui se pose en réalité et qui pose en réalité la question de la compétitivité de l'économie africaine ou des économies africaines. Parce que il est évident que l'actuelle dépendance des monnaies étrangères fragilise la stabilité du financement ou la stabilité monétaire au niveau des pays africains. Mais la question monétaire pose en finalité pose la question de la compétitivité de l'économie africaine. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Parce que j'aurais bien aimé répondre autrement pour dire qu'on peut créer une union entre pays africains pour contourner. C'est important, mais c'est surtout la faisabilité des solutions qui demeure importante. Vous voyez, et le chemin de la construction d'une puissance monétaire
passe nécessairement par donner de l'organisation, donner de la compétitivité aux économies africaines. Parce que la monnaie n'est que le reflet, en fin du compte, de la compétitivité d'une économie. Et donc, c'est vrai que la zone CFA est une des illustrations qui démontrent toute la fragilité d'une zone assez importante qui reste dépendante en matière de souveraineté monétaire de la France, et qui elle-même est impactée par l'instabilité de l'euro, par exemple, qui peut directement impacter les économies de la Exactement. zone. Donc, vous voyez cette interrelation entre la sphère monétaire et la sphère réelle pose des problématiques importantes en matière d'organisation et de... L'Afrique doit se mettre dans l'idée qu'on ne peut pas changer d'une seule main une réalité très complexe. L'économie est un processus lent à changer. Je donnerai encore une fois l'exemple de la Chine dans tout cela. Oui. La Chine, consciente de ses points forts, de ses points faibles, s'est mise dans une situation de transformation de l'économie à partir des années 1945. Quand on voit le processus de changement bien réfléchi, bien organisé, c'est sur la durée que la Chine a pu renverser le rapport de force. Et même jusqu'à présent, vous voyez, ce qui se passe au monde ne permet pas à la Chine de faire valoir tous les arguments économiques, parce qu'il y a d'autres arguments militaires, etc., qui sont mis en œuvre pour... Mais le chemin du changement, c'est le travail et l'organisation. Okay. Et pour nous émanciper du pouvoir du dollar ou d'une autre monnaie, qu'elle s'appelle euro ou yuan ou autre chose. Parce que souvent, on essaie de dire on s'émancipe d'une monnaie en recourant à d'autres monnaies. Mais le rapport est un rapport de domination qui s'exerce à travers la monnaie, comme il s'exerce à travers l'armement, etc. Donc nous, la chose la plus importante, c'est de penser notre développement. Exactement. De transformer notre réalité, de changer notre système de gouvernance, de mettre en place des mécanismes réels. Ça commence des choses très simples, d'améliorer notre éducation, d'améliorer notre santé, d'améliorer notre infrastructure. C'est très important. Et cela passe par le travail. Donc la situation peut être changée, mais encore une fois dans la durée et sur l'investissement a un rapport avec le temps. Il faut qu'on sache mesurer le temps et agir pour que ce temps-là, justement, soit en notre faveur, que les vents soufflent en faveur de l'Afrique. Voilà. Mais pour qu'elles soufflent en faveur de l'Afrique, c'est à coup de travail, à coup d'excellence et d'organisation. Voilà, merci infiniment. On termine sur cette note, une note d'espoir par Mahfoud Koubi. Merci à vous, Mahfoud Koubi, analyste en économie. Merci à vous aussi, Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise. Et merci à notre réalisatrice Yoro, à la technicienne Linda et aux auditeurs des Africa FM.